école rurale. C'est un lieu générique, sans majuscule, un ensemble de lieux singuliers ayant des caractéristiques communes, comme une place de village ou une ville. De l'école rurale, on se souvient les larmes aux yeux. L'école sérieuse, où le maître et la maîtresse sont respectés et enseignent avec bienveillance à un groupe d'enfants de paysans zélés. L'école amusante de la guerre des boutons, l'école libératrice, fondement de la République française. Tout n'est pas complètement faux dans cette mémoire nostalgique qui contient tout de même une part de mythe. En fait, malgré l'abondance des dictées, on n'acquérait dans ces écoles d'autrefois qu'une maîtrise limitée et éphémère du langage, qu'on aurait d'ailleurs peu l'occasion d'utiliser au cours de sa vie professionnelle dans les champs et à l'usine. L'école était une composante du compromis entre l'État central et des sociétés locales encore rurales et encore organisées sur une base communautaire. Entre 1875 et 1968, l'école primaire assurait la présence partout sur le territoire de modes de socialisation modernisés et d'idéologie nationale dynamique face au conservatisme de l'Église catholique, tout en accordant une large autonomie et un soutien financier à des espaces locaux qui commençaient à perdre des habitants. Or, ce qu'on appelait le rural s'est scindé en deux. Une partie de ces espaces a vu sa population augmenter grâce à l'expansion spectaculaire du périurbain depuis les années 1970. Dans une autre partie, la population a stagné ou diminué et ne regroupe aujourd'hui qu'environ 5% de la population totale. Dans une recherche récente, une équipe du rhizome Khoros a démontré que la performance scolaire n'était pas affectée par la localisation à la campagne de ses élèves, y compris quand ils se trouvent très loin des villes. La même étude a par ailleurs montré que des inégalités spatiales majeures affectent le système éducatif français, mais que ce sont les quartiers peuplés de personnes à faible capital social, quartiers populaires des centres et des banlieues des grandes villes, ou bassins industriels en crise, qui concentrent l'échec scolaire, sans que, tout compris, l'État mette davantage de moyens dans ces lieux où le bien public éducation n'est pas produit de manière satisfaisante. Comme vous le voyez sur ces histogrammes, dont chaque ligne correspond à un gradient d'urbanité, c'est-à-dire une localisation par rapport aux villes les plus proches selon la taille de ces villes, les deux lignes inférieures, celles qui correspondent aux élèves vivant dans les campagnes les plus éloignées des grandes villes, montrent des résultats tout aussi bons que ceux des lignes supérieures. L'idée que ce seraient des territoires abandonnés, voire des déserts scolaires, ne résiste pas à l'analyse. Dans ces zones à faible densité, l'école fait bien son travail. Dans sa politique de localisation des établissements, les gouvernements successifs n'ont pas suivi le dépeuplement et ont conservé de nombreuses écoles ouvertes, même là où la population avait fortement diminué. Dans ces territoires, le coût par élève a augmenté car les établissements y sont plus petits et l'économie d'échelle pour l'administration et les services communs n'y joue pas. Et au bout du compte, les écoles considérées comme rurales par le ministère de l'Éducation offrent de meilleures conditions de travail avec plus d'enseignants et des classes moins nombreuses, 22 élèves par classe contre 24 en moyenne. On constate même que les écoles à classe unique ne constituent pas forcément un handicap pour les apprentissages, car elles conduisent les enseignants à organiser des interactions maître-élève plus intenses, qui se révèlent souvent efficaces dans un système scolaire qui donne dans l'ensemble peu de place à l'activité autonome des élèves. Cependant, en maintenant des jeunes enclavés dans des espaces isolés, offrant peu de ressources pour construire des capacités personnelles et s'immerger efficacement dans le monde, le système éducatif n'offre-t-il pas à ses élèves un cadeau empoisonné? L'enquête de Khoros a montré que dans ces campagnes éloignées, les parents des élèves sont très désireux de protéger ce qu'ils appellent leurs racines, incitant leurs enfants à rester dans ces lieux dépourvus d'offres culturelles. Ils suggèrent fortement aux jeunes en fin de scolarité de ne pas prolonger leurs études, qui les emmèneraient dans des villes grandes ou moyennes, pour se contenter des emplois peu qualifiés et très sexués disponibles localement. L'argent public généreusement dépensé pour maintenir ces écoles et d'autres services publics dans des territoires presque dépourvus d'habitants
et sans dynamique sociale autre que la conservation de l'existant, ne serait-il pas mieux utilisé autrement, par exemple en proposant aux élèves une mobilité vers des internats de qualité situés dans des villes riches en invites pour permettre à ces élèves de se construire de nouvelles capacités. Pourtant, n'espérez pas trouver ce genre de questionnement dans les médias français destinés au grand public. Voici un exemple de sujet d'un journal télévisé de 20 heures de la principale chaîne d'État, France 2. On présente un mouvement de résistance à la fermeture d'une classe dans une école rurale. Le journaliste interroge des parents d'élèves et le maire devant une école de campagne. Mais où sommes-nous? À Gansville, une commune de 468 habitants qui jouxte Fécamp et fait partie de son aire urbaine de 35 000 habitants. La population résidente est assez stable depuis le milieu du XIXe siècle, avec une tendance à l'augmentation depuis 1990, lorsque la commune est devenue un petit quartier de banlieue peu dense, à dominante pavillonnaire, partie prenante de l'aire urbaine de Fécamp. Et si fermer au bout du compte non seulement la classe menacée, mais même, comme le prévoit le maire, l'école tout entière, les élèves auraient au pire 4 minutes de transport supplémentaire pour rejoindre l'école la plus proche, située dans la commune de Fécamp. Le prix à payer pour maintenir un mode d'habiter périurbain serait donc somme toute modique. Pourtant, tout dans le reportage laisse entendre que Gansville est une communauté isolée et autosuffisante et non un petit morceau d'un ensemble urbain de 35 000 habitants. Cette contre-vérité géographique appartient à un dispositif de propagande qu'on peut appeler ruralité. La ruralité a été une réalité fondamentale en Europe pendant plusieurs millénaires, des sociétés dont le rapport à la terre définissait les ressources et l'organisation. Ce phénomène n'existe plus et l'agriculture, même quand elle est prospère, ne constitue plus le cœur d'aucune société locale, en tout cas à l'ouest du continent. La ruralité est devenue un mouvement politique de nature réactionnaire. Et si j'emploie le mot réactionnaire, ce n'est pas pour porter un jugement, c'est parce que les adeptes de cette orientation considèrent que l'urbanisation tend à détruire un monde qui était meilleur que celui d'aujourd'hui. Ils affirment aussi que les villes captent les richesses qui devraient être mieux réparties. Tout en affirmant que la créativité et la productivité de ce qu'ils appellent le monde rural, c'est-à-dire pour l'essentiel les zones périurbaines, se portent très bien, ils réclament des aides spécifiques en se plaignant qu'il n'y en ait que pour les banlieues. Dans le spectre politique français, c'est surtout l'extrême droite, y compris une partie de la droite de gouvernement, qui soutient cette position au nom des territoires, mais aussi l'extrême gauche, qui défend l'idée que les communes doivent rester un échelon politique majeur, validant en pratique la sécession des communes périurbaines et s'opposant à un gouvernement à l'échelle pourtant plus pertinente des aires urbaines. Tous ces partis voudraient qu'on reconnaisse à ces quartiers périurbains un privilège fait de subventions, de dérogations au droit de l'urbanisme, de clientélisme et de corporatisme dans la gestion foncière, et finalement de sécession vis-à-vis du reste de leur société locale. C'est précisément ce système qui a rendu possible l'étalement urbain, dont les logiques entrent en collision frontale avec deux biens publics, l'urbanité et la nature. Défendre des écoles rurales, ce programme semble sympathique. Les citoyens sont invités à y regarder de plus près. À bientôt, dans un ailleurs qui sera aussi un ici.